Bonjour et bienvenue à cette troisième balado dont le sujet fort passionnant est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la grammaire et jamais osé demander. Alors, je me présente, je suis Francesca Sinotte, chargée de cours au département des sciences de l'éducation et je vous présente ma collègue Priscilla Boyer qui est professeure et spécialiste de l'enseignement de la grammaire. Excellent. Bonjour Priscilla. Salut. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, très bien. Je viens de te vous voyer. Ah, c'est correct. Tu vas? Lors des grammaires précédentes, lors des balados précédentes, tu nous as entretenu au sujet de la différence entre la grammaire rénovée versus la grammaire traditionnelle. Mais là, moi, qui est une personne semi-âgée, issue de l'enseignement de la grammaire traditionnelle, j'aimerais ça que tu nous entretiennes sur la grammaire rénovée. Qu'est-ce que c'est pour nous, enseignants? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Oui. Intéressante question. On va vraiment aborder 3 grands principes de cette grammaire, mais avant, je vais revenir un peu sur le sens du mot grammaire. OK. Parce que même moi, je fais ce raccourci. Souvent, je prends le sens de grammaire pour son sens le plus restreint, qui est comme la syntaxe, la grammaire de la phrase. Mais une des caractéristiques principales de la grammaire rénovée, au sens large, ou de l'enseignement de la langue aujourd'hui, c'est qu'on a introduit à l'intérieur de ça trois logiques grammaticales différentes, trois grammaires ensemble. Isabelle Delcambre parlait de l'amour des 3 grammaires, mais c'est vraiment ça. Une grammaire de la phrase, qui est vraiment une grammaire pour l'analyse à l'intérieur de la phrase, de la syntaxe. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais aussi une grammaire du texte. Alors, si vous ouvrez des anciennes grammaires des années 60, vous n'avez aucune information sur la logique, le fonctionnement d'un texte. C'était pas du tout abordé. Mais aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des règles pour comment on enchaîne une phrase après l'autre, comment on structure un paragraphe, etc. Et une dernière grammaire qui est super intéressante, peut-être pas assez bien exploitée encore à mon sens, qui est la grammaire de l'énonciation, qui est vraiment, qu'on va retrouver au secondaire, entre autres dans la partie modalisation, le ton, tout ce qui est discours direct et indirect, etc., donc qui est inclus aussi à l'intérieur. La pragmatique? Un peu, on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment pour réfléchir sur la communication, l'énonciation, le message qu'on passe, le message sous-jacent, qui parle dans le texte, etc. Donc, ces 3 grammaires-là vont se retrouver dans des manuels de grammaire. Il va y avoir de l'analyse de phénomènes langagiers relatifs à ça, ce qui n'était pas le cas dans les anciennes grammaires. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le plus gros morceau, là, qui est vraiment la dimension de la grammaire de la phrase. Pour reconnaître une grammaire rénovée, il y a 3 principes qu'on va retrouver dans n'importe quel ouvrage de grammaire ou de cahier d'activité grammaticale. Et si vous constatez que ce n'est pas assez présent, bien là, il va falloir que vous posiez une question justement sur la qualité du matériel que vous avez. Donc, ce que tu vas nous dire, c'est quels sont les 3 principes que l'on doit remarquer lorsqu'on ouvre une grammaire rénovée. Exact. Puis ça, page après page après page. Pas juste, on l'évoque au début puis on n'en parle plus jamais, là. OK? Le premier élément le plus important, c'est la notion de phrase de base. Tantôt, dans la balado précédente, on avait parlé de la définition d'une phrase, à quel point c'est super complexe, puis que la majuscule, le point, c'est pas une définition... Peux-tu nous donner des exemples concrets d'une phrase qui pourrait avoir une majuscule et un point, mais qui n'est pas une phrase? Bien, le camion, petit, chose, bleu, vert, mauve, point. Donc, mets ta majuscule au « le », puis mets le point là. Effectivement. Après ça, le reste, ça tient plus. Ça tient pas. Ça tient plus Il faut qu'il y ait une structure entre la majuscule puis le point. Exactement. Là, on pourrait avoir des critères syntaxiques. Là. Il y a un certain ordre dans lequel placer les mots. On a un critère aussi sémantique. Il faut que ça dise quelque chose. Là. Bon, il faut que ça fasse un certain sens. On pourrait avoir... même des critères prosodiques, si on était à l'oral, comment on définit une phrase à l'oral versus une phrase à l'écrit. Est-ce qu'on parle encore même de phrase à l'oral? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est là que ça devient intéressant, le concept de phrase de base, parce que dans le fond, c'est un outil pour enseigner la syntaxe, la phrase de base. C'est l'idée de dire que la majorité des phrases, bon, peut-être pas, mais la phrase la plus fréquente en français, ça va être un groupe qui va jouer le rôle de sujet, ou un mot, ou une subordonnée, mais quelque chose qui va jouer le rôle d'un sujet,
quelque chose qui va jouer le rôle de prédicat et quelque chose qui va jouer le rôle de complément de phrase, c'est facultatif, ça se peut que ça soit là ou pas. Le terme prédicat, Oui. qui est le groupe verbe. Ben non, oui et non. C'est pas le groupe C'est pas verbe. la même chose. L'idée, c'est que quand je parle de groupe du verbe, je suis en train de parler des groupes syntaxiques. Lorsque je prononce le mot prédicat, c'est que je parle de sa fonction. OK. Puis dans une phrase, je peux très bien avoir des groupes du verbe qui occupent pas le rôle de prédicat dans la phrase, mais qui sont sujets, par exemple, ou qui sont compléments de quelque chose d'autre, là, mais qui ne seront pas à ce moment-là un prédicat. Fait que souvent, les profs, là, ce qu'ils font comme raccourci, ils vont dire « Ah, trouve ton groupe nominal, trouve ton groupe verbal », mais dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est « Trouve ton sujet, trouve ton prédicat ». Parce que mon sujet, c'est pas toujours un groupe nominal. C'est ce que je devrais faire. Oui. D'aborder la phrase à partir du sujet et du prédicat. Exactement. L'analyse se fait à partir de 3 fonctions principales qu'on appelle des constituants. Mais vous pouvez garder le terme fonction, c'est une fonction syntaxique. Donc, la fonction sujet, la fonction prédicat. Ça a un avantage de découper la phrase comme ça parce qu'avec les élèves, on peut juste isoler mon sujet pour commencer, ne pas tenir compte du reste de la phrase, puis juste regarder comment à l'intérieur du sujet, quel groupe je retrouve, comment les autres groupes sont hiérarchisés, donc quelle fonction ça occupe. Ça réduit un peu l'espace de l'analyse. OK. Tu sais, je me rappelle, tu dois t'en rappeler aussi, dans le temps, quand je faisais de l'analyse grammaticale dans la grammaire traditionnelle, on prenait mot à mot. Mot par mot. Mais ça ne respecte pas du tout la logique de fonctionnement des phrases en français. C'est beaucoup plus facile de prendre les phrases par groupe de mots, puis de voir, parce que ces groupes de mots-là sont liés ensemble, puis ils entretiennent des relations entre eux. Alors, avant d'analyser les mots, on trouve nos groupes. Bien, une des façons, une des techniques pour l'enseignement, entre autres au secondaire, parce que là, ils ont assez de connaissances, mais effectivement, on va leur faire trouver le sujet, le prédicat, le complément de phrase, puis on va rentrer dans chacun de ces fonctions-là pour voir quel groupe ou quel subordonné va occuper la fonction sujet, puis comment est-ce qu'on peut continuer à l'analyser. La phrase de base, c'est vraiment un élément clé parce que c'est un outil qui n'est pas pertinente. C'est pas pertinent, la phrase de base en soi, juste pour elle-même. C'est pertinent parce que je peux m'en servir pour comprendre les phrases en français dans toute leur variété. Tiens, cette phrase-là n'a pas de verbe, il n'y a pas de prédicat. Ou cette phrase-là, c'est une phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Donc, je peux comparer mes phrases à partir d'un modèle idéal, puis porter un jugement sur la vraie phrase que j'ai devant les yeux. OK. Donc, c'est à ça. La phrase de base, c'est vraiment un des éléments clés de la grammaire rénovée. L'autre élément clé... Attends, il faut que je me gratte le nez. Voilà. Ça va être fait. C'est bon. L'autre élément clé, c'est la notion de groupe syntaxique. Hein, j'en parle depuis tantôt. Dans la grammaire traditionnelle, vous n'allez pas trouver aucunement mention de groupe syntaxique. Quoique c'est assez amusant de regarder certaines grammaires de Grévis parce que ce que Grévis faisait, c'est qu'il faisait des encadrés avec des mots à l'intérieur. Ça ressemblait un peu à un arbre, je dirais, dans la représentation, pour essayer de nous faire comprendre comment les mots entretiennent les relations les uns avec les autres, mais ce n'était pas formalisé comme on va le retrouver en grammaire rénovée. La notion de groupe est importante si vous voyez que votre manuel de grammaire, votre cahier d'activité n'en fait pas suffisamment usage, il faut vous poser des questions. Au primaire, c'est normal. Dans la progression des apprentissages, on présente 2 groupes syntaxiques, le groupe nominal et le groupe verbal. Mais tu te rappelles, dans la capsule, dans la balado précédente, j'avais parlé de la formation au primaire. Ouais. Quand je rentre dans des classes au primaire ou quand je donne des formations à des enseignantes, souvent, il y a des enseignantes qui sont surprises d'apprendre qu'il existe d'autres groupes. Et c'est pas si surprenant. Leur matériel ne leur présentait pas les autres groupes, présentait seulement le groupe nominal et le groupe verbal. Donc là, il y a une logique qui leur échappait, la logique du fonctionnement de la grammaire rénovée. En grammaire rénovée, tout peut se retrouver dans des groupes. Et ce qui est intéressant de la notion de groupe, c'est qu'on a l'idée d'une expansion. C'est que j'ai un noyau dur dans le groupe.
Puis, ce noyau peut avoir, c'est le principe syntaxique de ce groupe-là, une expansion ou plusieurs expansions à l'intérieur. Puis ces expansions-là vont devenir compléments de mon noyau. Donc, avec la notion de groupe, s'explique bien toute la notion des fonctions syntaxiques, en tout cas beaucoup plus facilement. Là, on se le dit oralement, mais quand on s'amuse à descendre des analyses, notamment en arbre ou avec des emboîtements, on voit bien les rapports que les mots entretiennent les uns avec les autres. Ça, c'est quelque chose que mon expérience me dit, les élèves ont beaucoup de difficultés. Eux, ce qu'ils voient, c'est des mots pitchés un après l'autre. Ils n'arrivent pas à voir que ces mots-là entretiennent des liens entre eux. Avec la grammaire traditionnelle qui était sémantique, ces liens-là, c'était des liens de sens, donc difficilement accessibles. Là, on travaille plutôt sur des liens de position, entre autres. Okay. Le mot, il est placé après tel autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le change de place, qu'est-ce que ça veut dire? Oups, est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que ma grammaire intuitive me dit que c'est bon ou pas? Donc, groupe, retenez ça, là, il faut qu'il y ait une insistance sur la notion de groupe. Qui est le deuxième élément à bien voir dans notre grammaire rénovée. Exact. Là, tu nous as parlé d'un troisième élément. Oui. Et ça, c'est lui qui est souvent absent. Hein? On a juste à regarder dans les exercices, puis on voit que tout à coup, ça disparaît. C'est la notion de manipulation syntaxique. Là, quand on touche à la notion de manipulation syntaxique, c'est bon. On touche aussi à la notion d'enseignement, hein, comment j'enseigne, etc. Les manipulations syntaxiques, là, ce que c'est comme une démarche scientifique ou pseudo-scientifique, on va dire. On peut la présenter comme ça, d'ailleurs, avec les élèves, où on va prendre l'objet qu'on est en train d'analyser, puis on fait des tests dessus. Ouais. Donc, en faisant des tests dessus, on en tire des propriétés. Hein? Si je prends de l'eau, puis là, je l'amène à mon congélateur, je fais un test. Puis là, je regarde, mon eau gèle. Oh, propriété de l'eau, capacité à geler dans le congélateur à partir de tel degré. Bon. Je prends une roche, je la lance du haut du toit. Oh, propriété. Bon, c'est pas une propriété de la roche, c'est plus la gravité, mais bon, bref. Je la mets sur une balance à pèse temps, etc. Donc, on peut tester pour en tirer des conclusions. Alors, c'est ça des manipulations syntaxiques. Maintenant, il faut savoir à quoi ça sert. Tu sais, moi, ce que je vois comme travers dans les écoles ou auprès des étudiants à l'université à qui je donne des cours, c'est qu'ils se servent des manipulations syntaxiques comme des trucs, comme en grammaire traditionnelle. Comme si c'était la grammaire traditionnelle. Oui, exactement. Donc, la première question que je leur pose, parce qu'elles ont appris ça souvent depuis le primaire, les premières années du primaire, c'est qu'on peut utiliser « ne pas » pour trouver un verbe dans une phrase. Et c'est une manipulation syntaxique qui fonctionne très, très bien, qui est très efficace, qui est décisive. C'est vrai que ça peut identifier un verbe dans une phrase. Il y a des nuances avec le verbe à l'infinitif ou les verbes au temps composé, mais quand même, ça fonctionne assez bien. OK? Pourquoi? Pourquoi ne pas fonctionne? Oui. Pourquoi ça marche, cette manipulation-là? Quelle est la logique derrière le fonctionnement du ne pas? Bien, là, je vais te ramener dans mes vieilles affaires, là, parce que nous, on nous disait que le verbe, c'est un mot d'action. Mm-hmm. Mais c'est pas toujours un mot d'action. Alors, si c'est quelque chose que tu fais, bien, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire aussi, non? Oui, puis c'est intéressant parce que tu me ramènes effectivement dans tes vieilles affaires. Bien oui, je te ramène dans mes vieilles affaires. Donc, l'explication que tu viens de me donner, c'est une explication intéressante, elle est sémantique, ton explication. Tu l'as dit toi-même, elle a ses limites parce que les verbes ne sont pas toujours des actions. Bien, c'est ça. Et puis, faire ou ne pas faire, OK, mais ça rencontre ses limites. Surtout chez les élèves qui ne comprennent pas nécessairement, je peux faire une course, pas faire une course. Est-ce que course est une action? Est-ce que c'est mon verbe? Bon. En fait, l'explication est plus syntaxique que ça. C'est que ne pas, c'est un adverbe, une locution adverbiale. Donc, il va toujours fonctionner avec un verbe. À quoi sert un adverbe dans une phrase? Entre autres, à modifier des verbes. Et dans le cas du ne pas, c'est un adverbe qui ne modifie que des verbes. Donc, il ne peut pas aller modifier un adjectif ou il ne peut pas aller modifier un autre adverbe. Quand je le place, c'est parce que je le place pour modifier un verbe. Fait que c'est sûr qu'il y a un verbe autour de ça. Donc, une fois que tu comprends ça, tu es mieux outillé quand tu utilises ta manipulation du ne pas. Tu sais pourquoi ça fonctionne. Tu peux même mieux en comprendre les limites. Quand est-ce que ça va bien fonctionner, quand est-ce qu'il va y avoir certaines limites. Ça, c'est un exemple parmi d'autres.
Un autre exemple peut-être que je pourrais mentionner, c'est la manipulation du dédoublement. Personnellement, on me l'avait enseigné comme par cœur. Le dédoublement, c'est pour trouver un complément de phrase. Puis ce qu'on dit, c'est, mettons, je mange une pomme dans la cour d'école, je mange une pomme et je le fais dans la cour d'école ou et cela se passe dans la cour d'école. Donc, ton dédoublement, c'est et cela se passe dans. Bien, c'est ça. Alors, moi, c'est ce que je pensais, hein, mon dédoublement. Puis ce qu'on nous disait même, c'est qu'on dédouble le complément de phrase. Puis là, quand tu te mets à analyser ça, tu te dis, ben, pas ça partout. Qu'est-ce que j'ai dédoublé d'abord? Tu sais, si j'ai dédoublé quelque chose, quelle est l'information que je répète 2 fois dans la phrase? Donc, je mange une pomme et je le fais dans la cour d'école. Donc, mon « et je le fais », là, il répète une 2e fois « je mange une pomme ». Donc, c'est quoi « je mange une pomme »? Un sujet puis un prédicat. Donc, mon dédoublement, c'est dédoubler mon sujet puis mon prédicat. Donc, le répéter 2 fois, une première fois, une 2e fois, puis placer mon complément de phrase après. Mais ce que ça me montre, c'est quoi? C'est que ce groupe de mots-là que j'ai été capable de placer après mon prédicat puis mon sujet doublé, je suis capable de le faire. Je peux le placer loin. Il n'est pas attaché au groupe. Donc, il ne fait pas partie du prédicat. Il n'est pas là. Il est détachable, puis on peut le promener d'une place à l'autre sans aucun problème. Alors là, ces manipulations syntaxiques-là, ce sont des concepts à enseigner. Est-ce qu'il y a des manipulations syntaxiques à enseigner au primaire? Bien oui. Il y a vraiment des manipulations plus complexes à utiliser qu'on réserverait soit à des élèves forts de la fin du primaire ou à des élèves du secondaire. C'est sûr que ma petite nièce de 8 ans, on en est au ne pas, là. OK? Puis, je ne vais pas lui dire à ma petite nièce de 8 ans que c'est un adverbe, parce que la notion d'adverbe, on n'est pas là encore non plus. Donc, je m'en sers plus comme d'un truc à ce moment-là que comme d'une manipulation syntaxique qu'elle comprend et qu'elle maîtrise. Plus tard, quand on va arriver au secondaire puis qu'on va commencer à avoir la notion d'adverbe, ça serait une super belle occasion de montrer que ça fait longtemps que tu utilises des adverbes justement pour trouver des verbes. Puis là, montrer que la manipulation syntaxique du ne pas a ce fondement-là. Et là, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu dis, si j'essaie de faire un tout avec tout ça, là, c'est que là, tu nous as apporté des nouveaux termes, une nouvelle terminologie qui est spécifique à la grammaire rénovée. Alors, si dans une prochaine balado, on définissait davantage ces concepts-là pour nous permettre de, nous, enseignants, de mieux les enseigner. Oui. Mais je suis vraiment d'accord. On va aborder la question de l'usage de la terminologie, parce que ça a un impact aussi pour notre enseignement, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas voir tous les concepts. Mais je vais en cibler quelques-uns, je pense que j'ai en tête qui pourraient être pas mal intéressants qu'on pourrait regarder. Je te remercie, Priscilla, pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. Je te souhaite une belle journée.